Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires scientifiques cette année, individus et communautés. C'est la 11e séance sur ce thème. Après avoir abordé les notions, individus et communautés dans des cours introductifs, puis analysé les textes d'Échille, les Suppliantes, les 7 contre Thèbes, depuis la semaine précédente, nous abordons Spinoza et son traité théologico-politique. J'ai abordé à la séance précédente le thème de l'individu chez Spinoza, ainsi que celui du droit naturel. Je traiterai ce soir, toujours à partir de l'analyse du chapitre 16 du traité théologico-politique, la thématique de la formation du corps social. Lors de la séance précédente, donc, il était apparu que l'individu était doté d'une puissance propre. Un individu, cela cherche par tous les moyens, physiques ou intellectuels, à rester en vie, à persévérer dans son être, à favoriser son intérêt propre, à chercher ce qui est utile pour lui, à la fois pour survivre, mais aussi pour vivre le mieux possible. Et donc un individu était doté de cette puissance qu'on appelle droit naturel, et chacun pouvait en user. Il était tout à fait légitime de faire tout son possible pour rester en vie, pour se conserver. Or, précisément, je ne vis pas tout seul, et mes voisins cherchent eux aussi leur propre conservation, si bien que dans ce cadre, il est possible que des conflits existent entre nous. Chacun veut privilégier son intérêt propre, son individualité. Aussi, dans cet état où le droit de nature règne, Spinoza nous dit qu'il existe des conflits. Ce droit n'interdit ni les conflits, écrit-il, ni les haines, ni la colère, ni l'aversion. En effet, dans la nature, il est naturel de haïr quelqu'un qui entraverait notre propre conservation. On le considérera comme un ennemi. Il s'oppose à la satisfaction de mes appétits, il s'oppose à mes désirs, il me met en danger. Comment pourrais-je apprécier de vivre avec ces congénères qui me mettent en péril ? Or précisément, nous vivons avec les autres et nous ne voulons pas éternellement vivre dans l'angoisse. En effet, Spinoza fait l'hypothèse que l'angoisse vécue par les individus, dans cette espèce d'état de nature qu'il décrit, où le droit naturel prévaut, cette angoisse donc est détestée par ceux qui l'éprouvent. Et tous ceux qui subissent les haines, les guerres, l'éprouvent. Le texte dit bien « Personne ne vit sans angoisse parmi les inimitiés, les haines, la colère et les ruses ». Vivre ainsi, c'est-à-dire vivre une vie très misérable d'après Spinoza, permet de comprendre les raisons pour lesquelles on a décidé ce transfert de droit qui permet de fabriquer le corps social. Les hommes vont donc choisir, pour échapper à cette vie misérable, de s'unir en un corps, fabriqué par transfert du droit naturel à la collectivité. Je cite le texte. « Pour vivre dans la sécurité et le mieux possible, les hommes ont dû nécessairement aspirer à s'unir en un corps et ont fait par là que le droit que chacun avait de nature sur toute chose appartint à la collectivité et fut déterminé non plus par la force et l'appétit de l'individu, mais par la puissance et la volonté de tous ensemble. » Cette phrase, qui décrit donc la formation de la collectivité de la société civile, évoque le passage d'une somme d'individus qui tous agissaient individuellement, c'est-à-dire selon leur utile propre, satisfaisaient leurs désirs ou leur intérêt propre, en utilisant la puissance qui était en eux, laquelle fondait leur droit naturel, à une collectivité qui va chercher à assurer le bien commun. On passe donc bien par là de l'individu à la communauté. Les raisons en sont clairement posées. Pourquoi avons-nous créé ce corps social ? Pour vivre dans la sécurité. Cela veut dire que lorsque les individus sont laissés à eux-mêmes, livrés au seul droit de nature, ils ne vivent pas dans la sécurité, mais donc dans la misère que nous venons de décrire. Pour vivre dans la sécurité, première raison, et pour vivre le mieux possible, seconde raison évoquée dans cette phrase. La sécurité n'est donc pas l'unique finalité de la constitution de l'État chez Spinoza. C'est la première, elle est bien sûr essentielle, mais elle n'épuise pas les fonctions de l'État.
L'État doit aussi assurer la meilleure vie possible pour les hommes. Les hommes ici décrits par Spinoza ont eu plusieurs aspirations assez contradictoires. La première est de satisfaire leurs désirs, d'aller du côté de leurs droits naturels, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais ils sont travaillés par une autre aspiration, qui s'impose à eux. Ils ont dû nécessairement aspirer à s'unir en un corps, dit le texte. Quelque chose comme une nécessité qui s'impose aux hommes, les fait choisir autre chose que ce à quoi ils étaient jusqu'à présent si attachés. Comment comprendre deux aspirations si contraires ? Il faut revenir à la définition même de l'individu que nous avions donnée à la séance précédente. En effet, j'avais insisté sur le fait que l'individu chez Spinoza n'était pas à prendre comme un tout indivisible, ce que suggère l'étymologie indivi. Individu vient de ce qui ne peut être divisé. Spinoza prend ses distances par rapport à cette étymologie et considère qu'un individu est composé. Il est donc divisible. Il est composé, traversé par des sensations, des émotions, de la raison. Il est complexe, cet individu, si bien qu'il peut en effet écouter son appétit et son désir un temps, ou écouter sa volonté et sa raison un autre. Et c'est un tel balancement que suggère la phrase que je viens de vous lire. Je reprends sa partie dernière. Ils ont fait par là que le droit que chacun avait de nature sur toute chose appartint à la collectivité et fut déterminé, non plus par la force et l'appétit de l'individu, mais par la puissance et la volonté de tous ensemble. On le voit, l'individu au départ n'écoutait que la force et l'appétit en lui, mais il a fini par aspirer à autre chose, à former un corps constitué de tous les individus ensemble, fabriquant une individualité nouvelle. Lorsque Spinoza, dans la formule, nous dit que ces individus ont choisi de s'unir en un corps, il utilise une métaphore qui est la métaphore de l'organisme. Le corps social, le corps étatique, utilise la métaphore du corps humain, du corps au sens physique du terme, l'organisme. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un corps ? C'est un objet composé de parties qui toutes sont solidaires. Elles participent toutes à la santé de l'ensemble. Un corps a donc une unité. Ces individus séparés ont fabriqué quelque chose qui a sa propre individualité, qui a sa propre unité. Cette métaphore organiciste, on la trouve déjà dans l'Antiquité, lorsque dans la République, Platon compare la République à un grand corps dont la tête serait faite de sages au gouvernement, dont les membres seraient les travailleurs et dont le courage constituerait dans le cœur et serait le courage des soldats. Il y a dans cette métaphore l'idée d'une grande solidarité des parties entre elles, chacun de nous participant au bien-être ou à la santé du tout. Une telle métaphore est déjà présente chez Thomas Hobbes que lit Spinoza. Sur l'image qui représente symboliquement le Léviathan qui ouvre l'ouvrage et qu'on appelle le frontispice, la première page, est dessiné un grand bonhomme, un géant qui domine des plaines. Il est constitué, ce géant, qui est l'État, de tout petits individus le constituant. Chacun de nous faisons partie du grand corps de l'État. Corps qui, de fait, ressemble à un individu, constitue une personne artificielle, une personne morale, artificielle. En effet, ce corps n'est pas un corps naturel, mais un corps que nous avons fabriqué de toutes pièces, un corps artificiel. Ce faisant, il a sa forme, il a son âme, il a son individualité propre, qu'on pourrait appeler la volonté générale. Pour ce qui concerne l'âme, que Spinoza, dans la phrase que je viens de vous lire, appelle la volonté de tous ensemble. Il y a bien sûr un corps également, qui pourra être la puissance de tous ensemble. Puissance du côté corporel, volonté du côté spirituel, le corps social a bien une unité fondamentale. On passe de l'appétit individuel, du conatus de chacun, à la raison et à la volonté commune. Et pour cela, les hommes ont dû renoncer à utiliser leur droit naturel. Ils l'ont transféré. Le texte dit « Ils ont fait par là
que le droit que chacun avait de nature, c'est donc bien le droit naturel, le droit que chacun avait de nature, sur toute chose, appartint à la collectivité. Donc on a transféré cette capacité qu'on avait d'agir par soi-même à l'État. Lorsque quelqu'un, par exemple, nous agressera, au lieu de répondre en se vengeant, nous déléguerons à la collectivité le soin de cette défense, d'assurer notre sécurité. Les hommes renoncent à suivre la violence de leurs appétits individuels, renoncent à user de cette puissance individuelle pour se conformer de préférence à la volonté et au pouvoir de tous les hommes réunis. Pour autant, ce que l'homme ici vient de fabriquer, il peut le détruire. Il peut construire et déconstruire. Le pacte social fait que l'État est la créature de l'homme. Et cet état ne perdurera que tant que l'homme trouvera beaucoup plus d'utilité à l'État qu'à son absence. Ainsi, la solidité du pacte social tient essentiellement dans son utilité. Voici ce qu'écrit Spinoza à ce sujet. « Nul pacte ne peut avoir de force sinon pour la raison qu'il est utile, et que, levée l'utilité, le pacte est levé du même coup et demeure sans force. » Imaginons par exemple un État qui me met en péril. Il perd son autorité parce que le pacte est rompu. Si bien que je vais être tenté de détruire, d'achever cet État. Cela correspond assez à ce que Hobbes, dans le Léviathan, appelle un droit de résistance. Si l'État n'assure plus ce pourquoi on l'a fabriqué, c'est-à-dire n'assure plus la sécurité du peuple, c'est-à-dire est moribond, comme un corps très malade pourrait être moribond, les hommes auront par ce droit, le droit de résistance, la possibilité de mettre le dernier coup, le coup de grâce à cet état déjà très mal. Un état, cela ne tient qu'autant qu'on le juge bon, qu'autant qu'on le désire. En effet, dans l'éthique, Spinoza explique que ce ne sont pas des biens ou des mots objectifs, mais subjectifs qui existent. Je cite, « Nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. » Si le désir donc de l'État est détruit parce que l'État abuse de son pouvoir, si l'homme ne désire plus l'État, il ne le jugera plus bon et voudra peut-être s'en défaire, renoncer au pacte qui le liait. Spinoza va plus loin. Il part en effet d'une loi universelle de la nature humaine, qui est que nous avons tendance à négliger ce que nous jugeons bon dans l'espoir d'un bien qui est jugé meilleur, plus grand. Autrement dit, on choisira toujours entre deux mots le moindre. Si l'État est désiré, si l'État est choisi, si le pacte est scellé, c'est qu'on espère y gagner. C'est qu'on espère que la formation de l'État apportera davantage que la vie à l'état de nature. Ainsi, lorsque l'on décide de renoncer à l'usage de ses droits naturels pour les transférer à l'État, cette promesse d'obéissance à l'État s'appuie sur l'espoir ou sur la crainte. Je cite Spinoza, dans le traité théologico-politique chapitre 16, l'auteur écrit « Personne ne promettra, sinon par ruse d'abandonner quelque chose du droit qu'il a sur tout, et que personne absolument ne tiendra la promesse qu'il a pu faire, sinon par crainte d'un mal plus grand ou espoir d'un plus grand bien. » On comprend ici qu'aucun pacte ne se conclut pour l'éternité. Le pacte n'a de légitimité et de force que tant qu'il est utile. S'il ne l'est plus, il est possible qu'il soit rompu. Et vous le constatez, ce sont les passions, la crainte, l'espoir, et non la raison qui font qu'on tient le pacte. L'espoir d'un plus grand bien, la crainte d'un plus grand mal. Si le pacte m'est utile, s'il est profitable que je transfère mon droit, je le ferai. Mais le jour où ce transfert m'apparaîtra plus nuisible que profitable, je me dégagerai de ce pacte. L'auteur nous dit, on peut très bien réaliser qu'on a fait une sotte promesse et se dédire, revenir sur sa promesse. Réaliser que la promesse qu'on vient de faire nous a beaucoup plus nui que profité. Ainsi, je peux d'un droit souverain
manquez de foi à ce pacte, écrit-il. Le droit naturel, on le voit, primera toujours. Si jamais le droit créé par la société et l'État ne m'apporte pas autant que m'apportait le droit naturel, je reviendrai très spontanément au droit naturel. Il primera. Et il y aurait beaucoup de naïveté à faire confiance, aveugle en autrui, à croire que s'il a pactisé, ce pacte l'engage pour toujours. L'individu aura toujours en lui la volonté de se préserver. Si l'individu transfère à une communauté, à la société ici, la puissance qui est la sienne, c'est qu'il en sort renforcé, c'est qu'il trouve dans cette union quelque chose d'utile. Mais s'il ne l'y trouve plus, il se dédiera et rompra le pacte. Vous le constatez, il y a chez Spinoza un attachement très fort à ce qui est à l'origine de tout chez l'être humain, à savoir son droit naturel. Ce qu'il est naturellement, ce qu'il est de nature, reste indestructible en lui. Il y reviendra toujours, si tout ce qu'il a fabriqué artificiellement finit par lui nuire. Ainsi, l'individualité est quelque chose qu'il ne pourra jamais résorber au profit du bien public, au profit du vivre ensemble. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir en mettant un petit pouce en l'air ou en vous abonnant à ma chaîne pour ne rien en rater. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.